Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être là. On a pensé faire ce point de presse pour faire le point sur des questions qui sont dans l'actualité. La première, c'est évidemment le mouvement. Ensuite, c'est le démarrage, la préparation du débat sur l'introduction de l'état d'urgence dans la loi ordinaire, le bilan du point où nous en sommes sur la mission Flash sur les EHPAD. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? That's all, hein? Bon, parfait. Voilà, alors sur le mouvement, nous avons une analyse de la manifestation et des mobilisations d'hier qui est très positive. Alors j'ai découvert avec surprise dans la presse de ce matin que les appréciations officielles étaient plus nuancées. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Nous avons une expérience de longue durée et nous savons que hier nous avons assisté à une mobilisation qui était du niveau des points hauts de mobilisation contre la loi El Khomri. Par conséquent, c'est un signal que nous recevons. Évidemment, c'est une première étape. Il y en aura d'autres, et tous ceux que nous avons croisés vivaient cette journée comme une étape. Donc ça, c'est un très bon signe, parce que ça veut dire que l'opinion des salariés syndiqués, de ceux qui ont répondu à l'appel des syndicats, est une opinion très motivée, plutôt dans un rapport de force à construire que dans les logiques qui sont celles des barouds d'honneur où bon, on fait ce qu'il faut et puis après c'est fini. Dans ces conditions, la date du 21, qui est un nouvel appel à mobilisation dans tout le pays, sera sans doute bien entendue et bien reçue. Et la France Insoumise va de nouveau mobiliser tout ce qu'elle peut mobiliser pour venir en appui et en soutien. Cette fois-ci, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez regardé les cortèges, et la France Insoumise était présente partout, soit en point fixe, soit en cortège, souvent en cortège, assez conséquent, ce qui pour nous est un signal, parce qu'on n'a jamais fait ça avant, donc en tant que mouvement, hein. Ça veut dire que le niveau de mobilisation est bon. Il y a une température morale qui donne l'impression que c'est comme si l'élection présidentielle n'avait rien tranché. Bon, le rapport à nos points fixes et à nos cortèges est un rapport extrêmement chaleureux. La question qui se posait, c'était de savoir si le harcèlement dont nous avons fait l'objet pendant plusieurs jours sur le thème, il y a une contradiction. Bon, je ne sais pas qui m'a interrogé peut-être 5 fois de suite, suivant une technique que vous connaissez bien. Quand est-ce qu'il y aura un appel commun? Quand est-ce qu'il y aura un appel commun? Donc on répond, ça suffit jamais. Et puis, bon, à chaque fois on dit, mais c'est un appel commun. Le 12, c'était un appel commun. Les syndicats appelaient en commun, Sud, CGT, FSU, UNEF, les UD, Force ouvrière, en assez grand nombre. Et puis nous, la France Insoumise. Donc le 21, c'est un appel commun. Nous appelons tous nos amis dans les entreprises à suivre les syndicats, et tous ceux qui ne sont pas en entreprise et qui peuvent se mobiliser ce jour-là à venir donner le renfort. La date du 21 va bien tomber parce qu'elle va créer, avec celle du 23, un effet de vagues successives et de déferlement qui est utile pour la construction d'un rapport de force soutenu. On observe qu'il y a des arrêts de grève, des journées de grève appelées en commun, par exemple, pour les transporteurs routiers le 25. Donc, pour nous, bon, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais ce sont des signes avant-coureurs extrêmement intéressants, parce que ce que nous visons, c'est évidemment à élargir le rapport de force et à faire reculer le gouvernement. On n'est pas dans une logique de baroud d'honneur. Monsieur Macron, c'est Thatcher et Tony Blair en une seule personne. Et ce qu'il fait, ce n'est pas simplement l'application d'un alinéa de je ne sais quelle partie de son livre. C'est un choc frontal avec ce qui est l'ordre public social du pays. Voilà.
Ça, c'est pour la journée. La préparation du 23 se fait bien. La mobilisation est bonne. Tous ceux qu'on voyait dans le cortège nous disaient « Bon, on se retrouve le 23 ». Bon, voilà. Donc c'est bon, la date est passée, elle est entendue. Bon, un autre bon signe, c'est le déchaînement médiacratique. Me voilà repeint cette fois-ci en vampire et en loup-garou, non? En quoi? En ogre, pardon. Mes amis qui étaient déjà des abrutis, qui sont ensuite devenus des fainéants et des cyniques, maintenant sont également des névrosés aux passions tristes. Voilà. Bon, donc nous on le prend avec le sourire et on se frotte les mains parce que c'est quand même des circonstances assez exceptionnelles de faire l'objet comme ça d'une vindicte. Puis c'est drôle, quoi. C'est du niveau capitaine Haddock. On attend les bachibouzouk avec appétit et impatience. Alors ça c'est pour la mobilisation. Ensuite, la question de, j'allais dire en espagnol, l'ouragan Irma. Bon, d'abord une première chose, parce que M. Griveaux, je pense qu'il a pensé que c'était un bon filon médiatique de nous agresser. Et alors il explique qu'on serait dans une espèce de critique systématique, c'est qu'il n'a rien écouté, et en tout cas pas ce que j'ai pu dire à France 3 l'autre dimanche. Quand le pays est dans l'épreuve, nous appelons toujours à se serrer les coudes. Et on n'ouvre pas des polémiques. Ça a été le cas chaque fois qu'il y a eu un attentat. Nous nous sommes toujours efforcés de dire les paroles les uns les autres qui étaient de nature à rassembler. Beaucoup de critiques s'expriment contre le gouvernement sur la gestion de cette crise. Nous ne les prenons pas à notre compte. Nous ne savons pas. Nous voulons comprendre parce que nous croyons que personne de propos délibéré n'organiserait une telle pagaille. Bon, donc c'est que quelque chose a été mal évalué, et si ça a été mal évalué, c'est peut-être parce que le pays est mal préparé à des événements climatiques extrêmes. Donc la commission d'enquête que j'ai proposée, et dont le chef de l'État a dit qu'il était d'accord pour qu'elle soit organisée, n'a pas pour objectif d'être une sorte de tribunal populaire sur le sujet, mais plutôt d'évaluer la nature des décisions qui ont été prises, savoir ce qu'il serait juste de faire, ensuite se préoccuper de solidarité caribéenne, parce que les événements extrêmes frappent tantôt les Antilles françaises, tantôt Cuba, tantôt... Alors ça sont des entités qui sont connues de tout le monde. Mais il y a toutes les petites îles où il n'y a personne pour s'occuper d'eux, quoi. Donc aujourd'hui, ils sont en train de souffrir en silence. Donc nous, les Français, quand même, compte tenu de la taille de notre économie, de notre puissance, de nos moyens, on ne peut pas regarder tout ça en disant que chacun se débrouille. Voilà, donc la commission d'enquête parlementaire, c'est une commission qui a une mission d'évaluation et de préparation de la suite. Il va de soi qu'à cette étape, il faut remercier tous ceux qui donnent le coup de main pour nous aider, que ce soit les gens qui cotisent, qui font des dons, ceux qui font des propositions, mais aussi la République bolivarienne du Venezuela, qui a envoyé du matériel en quantité, ainsi que Cuba et d'autres puissances régionales dont je suis sûr que vous vous ferez tous un devoir de rappeler qu'ils nous ont aidés dans cette circonstance et pas limiter nos rapports avec eux, seulement à les insulter, comme hélas c'est trop souvent le cas et sans y réfléchir vraiment. En ce qui concerne les ouragans, l'expérience de la Guadeloupe et de la Martinique est bonne. Celle de Cuba aussi est très importante puisque à chaque fois qu'ils passent des événements extrêmes, ils arrivent à s'en sortir avec un nombre de morts et de blessés extrêmement bas. Donc on a à apprendre d'eux. Ceci dit, il faut pas... La principale leçon à tirer de tout ça, c'est que le changement climatique est commencé, que peut-être que les ouragans ne seront pas plus nombreux, mais les spécialistes nous disent qu'ils seront de ce niveau de violence et même supérieur, compte tenu des effets du réchauffement de la mer et des dérèglements des courants qui circulent et dans le rapport à l'atmosphère. Donc c'est inévitable, ça se reproduira. Raison de plus pour savoir ce qu'on fait pour l'avenir. Voilà. Une fois que je vous ai dit tout ça, il me reste à donner la parole à Caroline Fiat sur la mission EHPAD qui se termine. Hein, oui. Et puis après, je ne sais pas auquel de vous deux, sur l'état d'urgence. Hein? Bon, vas-y.
Donc aujourd'hui, Madame Iborra, qui était la rapporteure de la mission Flash pour la Commission des Affaires sociales, a rendu son rapport. C'est une grande satisfaction pour nous parce que pour la plupart du temps, la seule question qu'on nous pose, c'est ça va pas être long, 5 ans à crier sans que rien ne se passe. Preuve en est, on a alerté sur les conditions de travail des soignants dans les EHPAD à la tribune en parlant des 14 besoins fondamentaux et mis en avant les collègues des Opalines qui étaient en grève depuis plus de 100 jours. Et la République En Marche a donc décidé d'ouvrir cette mission. Donc vous voyez, rien n'est impossible, il suffit de leur ouvrir les yeux. Les points très positifs, c'est que des propositions à court terme ont été actées pour les aides-soignants, qui va mettre en place un groupe de travail pour actualiser les compétences des aides-soignants et réfléchir à une revalorisation de leur statut, des postes d'infirmiers la nuit, revoir tout ce qui est la tarification. Donc, chose aussi très importante, parce que pendant les auditions, tout le monde nous a parlé des contrats aidés. Donc, la majorité En Marche de la Commission des Affaires sociales revient en arrière sur la fin des contrats aidés pour le médico-social pour l'année 2017. Donc, ils sont peut-être en train de se rendre compte qu'effectivement, la décision avait peut-être été prise un peu vite. Et pour terminer, une mission d'observation va être ouverte et à laquelle, évidemment, nous allons participer et travailler activement pour qu'enfin une solution soit trouvée. Voilà. L'état d'urgence, les amis. Oui, on va... Alors, nous sommes, Hugo Bernalici et moi-même, membres de la Commission des lois et donc assistons depuis ce matin et participons à l'examen du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, où donc la France Insoumise prend toute sa part à ce débat important, sérieux et dans une attitude également constructive, puisque nous avons au total 48 amendements, 19 de suppression et 29 de propositions. Parce que si nous nous opposons à cette loi qui, pour nous, comme l'ont dit d'ailleurs un grand nombre d'associations de défense des droits humains, d'organisations, de magistrats, d'avocats, des interpellations ont lieu depuis la prorogation de l'état d'urgence et depuis en fait plusieurs mois. Si nous nous associons à l'opposition à l'idée de mettre dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence qui ont par définition un caractère exceptionnel, circonstancié, nous pensons que c'est un recul démocratique grave, sérieux, non seulement parce que ça passe à côté de l'objectif même de lutte contre les actes terroristes qui est utilisé pour l'état d'urgence, c'est-à-dire de pouvoir cibler de manière rapide sur quelques jours les personnes responsables et de pouvoir avoir les moyens policiers notamment, mais aussi judiciaires de les appréhender et de les traduire en justice. Donc la prorogation en fait passe à côté de l'impératif, mais ça remet en cause des libertés fondamentales, libertés individuelles et collectives, et ça participe à créer un climat de tension, de suspicion généralisée et d'opposition au sein de la population, là où il faudrait au contraire avoir plus de solidarité et plus de cohésion sociale. Donc ce sont pour toutes ces raisons que nous nous opposons au projet de loi tel qu'il est élaboré, mais nous avons aussi des propositions parce que nous pensons que l'état actuel du dispositif législatif permet en fait de pouvoir intervenir de manière très précise et ciblée. Par contre, ce qu'il faudrait, c'est mettre à plat un certain nombre de dispositifs. C'est d'ailleurs ce que nous ont dit les personnes, que ce soit des syndicats de policiers ou d'avocats ou de magistrats que nous avons rencontrés dans les auditions que nous avons nous-mêmes organisées, la nécessité d'une réorganisation, la nécessité de plus de moyens donnés dans le renseignement humain. Donc mon collègue Hugo vous donnera plus de détails là-dessus. Mais voilà, nous pensons qu'il y a effectivement un travail important à faire sur cette question. Et donc, nous avons un certain nombre d'amendements en ce sens. Les moyens policiers et judiciaires. Et puis, une dimension aussi qui est totalement absente, la question internationale, la question du financement. Et nous sommes assez surpris que ce pan entier de la lutte contre les actes terroristes ne soit absolument pas abordé. Et donc, voilà l'ensemble des amendements et la démarche générale qui est la nôtre.
Merci Daniel, tu as déjà dit beaucoup de choses sur l'examen de ce texte. Finalement, on passe à côté de l'objectif réel qui est de la lutte contre la préparation, la commission d'actes de terrorisme sur le territoire national. On voit que pour une partie des mesures, le droit actuel permet déjà d'agir. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a en plus dans ce texte par rapport au droit actuel? C'est par-ci, par-là, des entorses au principe de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et l'autorité judiciaire, qui peuvent être très dangereux et dommageables pour le régime, au final, dans lequel nous vivons, qui est qualifié de démocratique et de républicain, sauf que l'on voit que l'on est en train de préparer tout doucement, tranquillement, un passage dans ce qu'on pourrait appeler une démocrature, c'est-à-dire de commencer à prendre des dispositions qui renforcent l'exécutif au détriment de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Je pense que ce point-là fondamental parle et a parlé, vous l'avez vu dans la presse, à de nombreux universitaires, une tribune de plus de 500 professeurs de droit qui en ont parlé, à de nombreux avocats, à la quasi-totalité, même pour dire en fait en réalité la totalité des syndicats de magistrats de l'ordre judiciaire. Enfin, c'est quand même pas rien. À partir du moment où la société civile, cette société civile-là, qui est chère pourtant au président de la République et à la République en marche, s'oppose radicalement à ce texte en disant que, une fois de plus, on fait un nouveau texte dans une escalade, une sorte de surenchère sécuritaire. Il faut entendre par contre tous les arguments qui sont dits sur il y a des réorganisations à faire dans les différents services. Il y a des pistes d'amélioration. On a été frappé du fait qu'il n'y ait eu aucune audition de douanier, par exemple. Alors qu'on sait bien que la douane joue un rôle essentiel dans la lutte contre les actes de terrorisme, et notamment par le contrôle des marchandises. On voit ô combien le texte durcit sur les contrôles sur les individus. Là, il n'y a aucun problème pour faire une entorse aux grands principes. Par contre, s'attaquer aux grands principes du libre-échange, là, il n'y a plus grand monde. C'est assez frappant et saisissant. On nous a expliqué que, par exemple, le fret express, qui permet de s'envoyer des colis de petite taille, était de plus en plus facilité. Et pourtant, c'est par ce biais de colis de petite taille où on peut commencer à faire rentrer soit des morceaux d'armes qu'ensuite on va réassembler, soit ce genre de choses. Et qu'il y a une escalade entre les différents pays européens à qui fera le moins de contrôle pour attirer les plateformes qui ensuite vont recevoir le courrier, etc. Enfin, c'est quand même insensé. On est en possession de ce genre d'analyse, d'information, et qu'est-ce qu'on fait? On va faire un texte où on remet en place des périmètres de protection qui peuvent déjà être faits dans le droit commun, sauf qu'on y introduit la sécurité privée qui aujourd'hui n'avait pas ses prérogatives de service public. Par ailleurs, il y a un article du Code de sécurité intérieure qui permet déjà, dans certaines conditions, d'armer les agents de sécurité privée. Donc on voit bien la fuite en avant, ici, qui est à l'œuvre. Les articles sur la fermeture des lieux de culte, alors qu'on peut déjà administrativement fermer des lieux de culte quand il a notamment à s'attaquer aux représentants de la personne morale, quand il y a des écrits, des actes concrets qui sont posés, qui font de l'apologie du terrorisme. Le code de procédure pénale est déjà extrêmement souple là-dessus. Et là, ce matin, a été voté un amendement du ministre où on va pouvoir s'attaquer aux idées et théories. Donc on rentre dans quelque chose d'assez extraordinaire. On a parlé dans nos auditions, je vous prie d'écouter, d'infrasoupçon. C'est-à-dire qu'on ne soupçonne même plus quelqu'un pour agir, on est dans l'infrasoupçon. On n'est plus dans les actes, on est dans la dangerosité, dans des faisceaux d'indices. C'est quand même extrêmement grave ce qui se passe, et je pense qu'à droit constant, avec ce texte-là, avec une autre majorité au pouvoir, on peut s'attendre à des représailles qui puissent être extrêmement fortes contre les mouvements sociaux, contre les journalistes, contre les magistrats, etc. Je vous rappelle que les événements qui ont lieu en Turquie se font à droit constant. Il n'y a pas eu de modification substantielle du droit. J'alerte sur ce sujet. Alors on a des contre-propositions, les circuits de financement, ça en fait partie. Pourquoi on ne met pas le paquet là-dessus? On a fait l'audition du procureur Molins, qui nous disait qu'ils étaient en train de commencer à monter des liens avec Tracfin pour les signalements d'individus suspectés de terrorisme, pour voir s'il y avait des sources de financement, etc., et que ça portait ses fruits. Sauf qu'on est en train de commencer à le faire. Pourquoi on ne renforce pas ces dispositifs-là? Pourquoi on fait un texte, un de plus, pour transformer les perquisitions administratives en, vous savez, en visite et saisie, comme si c'était plus sympa une visite et une saisie qu'une perquisition. Les termes ont aussi leur importance là-dedans. L'assignation à résidence qui disparaît par des mesures de surveillance individuelle. Plus, j'ajouterai, le contrôle aux frontières
qui est renforcée, faisant un amalgame assez étrange entre immigration et terrorisme, surtout quand on voit que la plupart des actes de terrorisme qui ont été commis ont été faits par des personnes de nationalité française. C'est quand même passé radicalement à côté de l'objectif. Enfin, nous voulons le dire, nous sommes ceux qui voulons lutter implacablement contre tous ces actes et la préparation de commission d'actes de terrorisme. C'est pourquoi nous pensons qu'il est urgent d'ouvrir une discussion sur les moyens et l'organisation des services, concrètement. On ne peut pas, en même temps, pour reprendre une formule consacrée, passer à des transcriptions de l'état d'urgence dans le droit commun, aménagé, etc., et supprimer 200 millions d'euros du budget de fonctionnement de la police nationale. On ne peut pas dans le même temps faire la transcription et supprimer 100 millions d'euros du budget de la gendarmerie nationale, 120 millions du budget de la justice. Enfin, je vous prie de croire qu'il y a urgence, encore une fois, par une procédure accélérée, de voter ces dispositions, mais par contre, respecter les 3% de Maastricht et les critères de convergence, là, il n'y a pas de problème. Donc, je veux qu'on appelle à la raison sur cette thématique-là. Et il est assez difficile de se faire entendre dans la commission des lois depuis ce matin. Nous avons une pluie de truisme habituel, de sophisme. Je pense qu'il faut rappeler sans cesse que tout le monde veut le succès de nos forces de police, nos forces de gendarmerie dans le pays sur ce sujet, et qu'on ne peut pas taxer qui que ce soit de vouloir faciliter le travail des terroristes. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas leur lâcher du terrain que de faire des entorses à l'état de droit dans lequel nous sommes, à nos principes fondamentaux? Est-ce que ce n'est pas le but recherché au fond par nos ennemis que de remettre en cause notre modèle démocratique et républicain? Donc nous serons dans ce texte les défenseurs des principes fondamentaux, des principes des Lumières qui ont fait de la France la République qu'elle est aujourd'hui.